Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne. Alors au sommaire de cette émission aujourd'hui, Jimmy Waymo nous propose d'aller faire un saut en parachute. On voit tout cela dans notre rubrique C'est Sport. Ensuite, pour notre rubrique Demander le programme, donc nous allons parler du mercredi du goût détail avec Anna Chiron. Et enfin, pour notre rubrique donc Demander le programme, nous irons à la rencontre de Marcus Gad, un artiste. Pour l'heure, je vous propose de retrouver notre invité du jour. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pascal de Sutter. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sexologue, hein, Oui. vous arrivez de la métropole, vous avez été invité par l'association Solidarité SIDA, donc vous donnez plusieurs conférences en Nouvelle-Calédonie, notamment sur le thème, donc un thème qui a été choisi, les gentils ne font pas l'amour le samedi soir. Alors expliquez-moi ce thème et expliquez-moi un peu ce que vous faites en Nouvelle-Calédonie. Eh bien d'abord, effectivement, je suis invité pour pouvoir donner des formations professionnelles à des gens qui travaillent dans le domaine de la santé. Et donc là, je les forme vraiment sur différentes thématiques en lien avec le couple, les difficultés conjugales, les conflits et aussi la sexualité. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de questionnements au sein des couples par rapport à la sexualité. Et puis on s'est dit aussi, tant qu'à venir, c'est dommage de ne pas pouvoir aussi aider le grand public. La dernière fois que j'étais venu, il y avait eu des questionnements, les gens disaient nous aussi on aimerait avoir de l'aide et pas juste pour les professionnels. Et donc là, le public est invité justement à vos conférences. Il y a cette conférence qui est à l'université, qui est je ne me trompe pas de date, le 18 mars, mercredi 18 mars, c'est gratuit. Donc c'est ouvert à tout le monde, c'est à partir de 18h30. Mais la dernière fois, il y avait même trop de monde, les 400 places étaient prises. Donc ceux qui veulent venir, ils doivent vraiment venir à l'heure, même un peu en avance. Et donc on va parler avec beaucoup d'humour, de simplicité. Il y aura à la fois des conseils concrets pour améliorer sa vie sexuelle et amoureuse. Et il y aura aussi de la fantaisie, de la joie, de l'humour. C'est de passer une bonne soirée où vraiment ça inspire, ça donne de la joie. Alors, on vous a peut-être annoncé la couleur. Comment se porte justement la santé sexuelle des Calédoniens ou en Nouvelle-Calédonie? On nous a dit qu'effectivement, il y avait un peu des problématiques un peu spécifiques qui sont un petit peu plus, notamment liées au fait de certaines problématiques qui ne sont pas juste des problèmes sexuels, mais qui sont liées à des tensions conjugales. Quand il y a des conflits dans le couple, c'est vrai que c'est plus compliqué. Quand il y a des problèmes où l'homme a un peu perdu confiance en lui, où l'homme a perdu parfois même sa fierté, ça fait des tensions qui compliquent un peu les choses. Et ça, ce qu'on m'a dit qui était une spécificité un petit peu ici, sur le caillou, c'est comme ça qu'on dit, je pense. Ouais. Alors justement, comment aborder ce sujet-là avec de l'humour, donc un sujet qui est assez tabou en Nouvelle-Calédonie? Eh bien, je pense justement quand parfois on peut parler de choses très sérieuses, mais on peut en rire aussi. Je pense que parfois il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et donc nous, parfois par l'humour, on dit on peut passer des messages, au contraire des messages positifs. Et pas juste de dire il y a des problèmes, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, mais de se dire voilà, oui il y a des problèmes, mais il y a aussi des solutions. Il y a moyen de se prendre en main. Et aussi, on propose aussi aux femmes à se prendre en main et dire voilà, mesdames, vous avez un potentiel en vous, votre potentiel amoureux sexuel, il y a aussi moyen de l'améliorer. Alors, pourquoi avoir choisi justement ce thème « Les gentils ne font pas l'amour le samedi » Ça veut dire qu'on fait l'amour que quand on est bourré Eh bien, c'était justement de dire qu'on peut sortir de ce cliché justement de faire l'amour éventuellement le samedi soir si on est bourré ou si on n'est pas bien. C'est dire non, justement, les gentils, eh bien, ils vont chercher autre chose, ils vont chercher de la fantaisie, ils vont chercher de la bienveillance vis-à-vis de leur partenaire, ils essayent d'utiliser leur imagination pour faire des chouettes surprises, pour parfois faire ça dans un endroit différent, parfois faire ça dans une belle atmosphère. Justement, ils essayent autre chose. Ils ne sont pas dans ces clichés-là. Alors aujourd'hui, vous avez quand même voulu aborder le thème de la sexualité chez la femme. Pourquoi? Alors aussi, on a pensé que, je crois que les hommes, ils ont un petit peu cette influence négative malheureusement du porno. Et on dit aussi aux femmes, voilà, mesdames, vous avez un potentiel en vous. Vous pouvez vraiment améliorer, parce qu'il y a beaucoup de souffrance chez les femmes. C'est vrai que la publicité n'aide pas aussi. Hein. Tout à fait, avec des clichés que la femme, elle doit toujours être super top, en bonne santé, mince, jolie, sexy. Ce n'est pas la réalité des gens. Et donc, c'est dire, mesdames, vous avez un potentiel. Et là, on fait vraiment une journée. Et là, c'est le 21 mars, c'est une journée complète qui est pour les femmes. Et là, c'est beaucoup plus réduit, c'est des petits groupes. Il y aura seulement 50 possibilités. Il y a plus beaucoup de places qui restent. Et là, il y a moyen de vraiment passer une journée avec beaucoup de bienveillance, on va parler aux femmes, leur proposer, là c'est beaucoup plus sérieux, leur proposer des pistes, des moyens de s'enrichir. Alors est-ce que vous pouvez nous éclairer justement sur ces pistes-là? Comment faire l'amour quand on est une femme? Bien faire l'amour? Eh bien je pense qu'il
faut savoir qu'il faut entretenir notamment son désir. C'est que le désir amoureux et sexuel, ça ne tombe pas du ciel. Beaucoup de gens pensent qu'au début, ils sont très amoureux, tout va bien, ils ne se posent pas de questions. Et puis, quand on est installé dans un couple pendant quelques années, eh bien, ça a tendance un peu à diminuer. La banalité s'installe. Voilà. Et nous, on donne vraiment des moyens concrets, respectueux des femmes, pour justement un petit peu aller chercher ce potentiel qu'elles en ont, parce que les femmes ont un grand potentiel en fait. Et c'est ça le but de cette journée. Donc cette journée, c'est le 21 mars, c'est toute la journée. C'est organisé par Charlotte Debuzon, qui est une sexothérapeute ici à Nouméa. D'ailleurs, c'est bien qu'il y a maintenant des sexologues qui sont ici à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Et les moyens pour prendre rendez-vous pour cette journée, c'est le 83 30 10. Et donc à ce moment-là, il faut réserver évidemment à l'avance. Et cette journée est disponible pour les femmes, pour justement apprendre plein de choses intéressantes. Je travaille en couple avec une collègue qui est Julie Van Rompuy. À deux, on travaille vraiment pour aider les femmes à leur donner des petites suggestions, des choses concrètes qui vraiment elles peuvent utiliser. C'est vraiment une journée magique, hein. C'est vraiment quelque chose qui change la vie des gens, parce qu'on se dit « Ah oui, tiens, j'imaginais pas que je pouvais faire ça. Ah tiens, j'avais ce potentiel en moi, je ne le savais même pas. » Et c'est très, très respectueux, évidemment. Mais concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner justement un exemple de bien-être au niveau de la sexualité? Eh bien, un exemple, par exemple, c'est que parfois, on apprend à développer les 5 sens. Souvent, parfois, les femmes n'utilisent qu'un seul sens. Par exemple, les hommes utilisent beaucoup la vue. Eh bien, on va dire, ben non, n'utilisez plus la vue, utilisez l'ouïe. Qu'est-ce que sont les choses que vous pouvez dire ou entendre quand vous faites l'amour? Comment est-ce que vous pouvez davantage vous exprimer? Comment est-ce que vous pouvez utiliser votre imagination? On propose des jeux, par exemple, on a toutes sortes de petites fiches. Et alors, il y a des jeux comme ça où on peut composer parfois soi-même son propre fantasme et le présenter à son partenaire. Et comme ça, les femmes découvrent qu'elles ont un potentiel en elles. Et avec des jeux très sympathiques, très bienveillants, c'est tout à fait respectueux évidemment, il y a moyen vraiment de découvrir à ce moment-là plein de potentiel et le mettre en pratique après dans son couple. Alors, est-ce que vous avez un message à passer pour réellement terminer cet entretien pour cette journée du 21 mars Donc, on va parler de sexualité de la femme, où justement ce sujet en Nouvelle-Calédonie est assez tabou. Alors, est-ce que vous avez un message à passer aux Calédoniens aujourd'hui qui nous écoutent? Eh bien, le message, c'est que quel que soit votre passé, quelles que soient les choses parfois négatives que vous ayez vécues, il est toujours possible à n'importe quel âge de développer une sexualité amoureuse, satisfaisante et épanouissante. C'est possible pour tout le monde. Vraiment, c'est possible pour tout le monde à n'importe quel âge. Il y a vraiment, c'est un message d'espoir qu'il faut dire aux gens. C'est pas une malédiction, c'est pas parce qu'on a eu des choses difficiles, même parfois très difficiles, qu'on est condamné toute sa vie à une vie sexuelle qui n'est pas satisfaisante. Vraiment, tout le monde peut y arriver. Voilà, donc Pascal de Sutter, merci d'avoir accepté votre cette invitation. Ça me fait plaisir. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Voilà, donc bonjour Anna, pour ce dernier jour de la semaine, on t'accueille pour l'agenda du pays. Et si tu veux bien, Élise, on commence donc avec une information pratique qui concerne la circulation du côté de Bourail. Alors, il y a des travaux, donc ça se passe sur la route de Pueo, entre l'entrée du FSH et la vallée de Roblin. Alors, du coup, eh bien, c'est réglementé comme suit, et ce jusqu'au 15 avril 2015, de 6h à 17h, du lundi au samedi inclus. Eh bien, la circulation se fait par demi-chaussée en alternance et la vitesse est limitée à 30 km/h. D'accord, voilà, prudence hein, si vous devez emprunter cette route. Et pour la suite, on reste à Bourail et on continue en musique. Et on va parler du One Love Festival. Alors, ça aura lieu le samedi 9 mai de 14h à 22h sur le site de Téné, avec en tête d'affiche Ajaman et Andrew Tosh. Il y aura aussi bien d'autres groupes locaux, entre autres Flamengo, Lions Rock ou encore Asedjika, Loukival et bien d'autres encore. Voilà, une bonne brochette d'artistes, donc ça vaut le coup d'y aller. Donc réservez vite pour les places. Pas de panique, il y a des points de vente un peu partout sur le territoire. Alors ça commence de la fois en montant sur Poya, Kone, Kanala, Tio et même dans le nord, puisqu'il y a un point de vente aussi du côté de Koumak. Donc tout le monde pourra avoir des places. Et dans le nord, on parle maintenant concours d'écriture. Alors là, on va parler d'un concours d'écriture avec l'association Écrire en Océanie Nouvelle-Calédonie, en collaboration avec les médiathèques de l'Ouest et du Nord, et aussi l'association des bibliothécaires de la province Nord. Alors, Tous Beau Monde organise un concours d'écriture sur le thème des faits divers. Alors, on a jusqu'au 30 mai pour concourir si ça nous intéresse. Et du coup, Anna, on va dire, les participants peuvent tirer des faits divers de n'importe quel journal dans le monde? Et non, justement, Élise, on se concentre sur les journaux du Pacifique. Et puis, il faudra évidemment fournir l'article de référence. Et la nouvelle devra être écrite évidemment en français et limitée à un texte,
4 pages de format A4. Ensuite, il faut envoyer son texte à l'adresse suivante, par mail évidemment, à contact@écrire-en-océanie.nc, et tout ça avant le 30 mai 2015. Voilà, donc à tous les candidats, on vous souhaite bonne chance. Et pour la suite, on fait un détour du côté de Koumak. Alors la mairie de Koumak qui lance un appel à l'ensemble des associations. Il les invite à se rapprocher en fait de leur service communication afin de transmettre les plannings des activités, des événements qui sont prévus sur la commune, et tout ça pour mettre en place un calendrier pour éviter que justement des animations se chevauchent, pour une fluidité des manifestations sur la commune. Alors vous êtes invités à envoyer vos plannings respectifs à l'adresse suivante: communication@mairie-comac.nc. Voilà, pour la suite, on part faire un petit tour d'horizon donc des différents marchés qui sont proposés un peu partout dans le pays pour la journée de demain. Alors, possibilité de remplir vos paniers, de faire le plein de provisions, de produits frais. On commence par Yaté, Élise. Alors, la tribu de Toiroux qui propose un marché le samedi de 8 h à 12 h. À -12, cette fois, ça se passe à la tribu de Tablugno. Alors là, ça se passe sur 2 jours. Alors le samedi, c'est de 8 h à 16 h et le dimanche de 8 h à midi. Et à Koné, alors là, le marché, lui, il est ouvert tous les samedis. Alors n'hésitez pas à aller faire le plein de provisions. Et pour terminer, un petit rappel pour ceux qui ont prévu de sortir en mer ce week-end. Alors, si vous avez décidé de prendre le bateau et d'aller faire une balade en mer, alors quelques petites consignes qu'il faut rappeler et qu'il faut respecter évidemment. Alors, il faut d'abord consulter les bulletins météorologiques. Ensuite, il faut vérifier tout son matériel et les équipements de sécurité. Ne pas oublier d'informer un proche sur la destination qu'on a choisie, et puis donner aussi une heure approximative de son retour. Prendre connaissance des informations nautiques comme les cartes, les avis aux navigateurs par exemple. Et puis le plus important, pensez de vous munir d'un moyen de communication pour donner l'alerte en cas de problème. Voilà, donc merci Yana pour tous ces conseils, et puis on te retrouve tout à l'heure pour la rubrique On s'occupe de vous. Avec plaisir Elisa, à tout à l'heure. Quant à nous, on retrouve Jamie pour notre rubrique C'est Sport. Bonjour Jamie, la semaine dernière s'est tenue la 4e réunion du comité sportif du groupe Fer de Lens. C'est ça. Et pour justement la présentation des Jeux inauguraux de la Mélanésie 2016. Alors en quoi va consister, ça va consister exactement? Alors bonjour Elise et bonjour à tous. Donc la mise en place des Jeux de la Mélanésie, en effet c'était l'ordre du jour d'une réunion qui s'était tenue pendant toute une semaine, donc la semaine dernière. Des représentants de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des îles Fidji, mais également des îles Salomon et puis bien entendu de la Nouvelle-Calédonie se sont retrouvés pour discuter et planifier les Jeux de la Mélanésie prévus pour 2016. Tout de suite, je vous propose d'écouter les précisions de monsieur Yvan Fawa, qui est un représentant du gouvernement. Donc, au titre du groupe Fer de Lens mélanésien, depuis 2011, au sommet des leaders de Suva, ils avaient engagé le projet d'organiser des Jeux de la Mélanésie. Donc en janvier 2012, ici à Nouméa, on avait tenu la première réunion du comité des sports qui avait donc fixé des Jeux de la jeunesse, des moins de 18 ans. Et donc depuis, on avait demandé à l'époque, parce qu'il y avait eu NC 2011, les Jeux du Pacifique, donc on avait demandé à la Nouvelle-Calédonie de recevoir ces Jeux. Et malheureusement, donc depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui 2015, on avait eu des difficultés à mettre en place, notamment un point délicat, il s'agit de la charte des Jeux de la Mélanésie. Donc c'est quelque chose qui va rendre les compétitions de ces Jeux éligibles aux règles olympiques. Donc nous sommes aujourd'hui à la 4e réunion de cette commission qui va acter que les Jeux auront lieu en 2016. Entre le 10 et le 24 octobre 2016, ici sur Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Alors donc pour l'instant sont inscrites comme discipline aux Jeux de la jeunesse de Mélanésie prévus pour l'année prochaine. Donc en premier le futsal, le basketball, le beach volley, le rugby 7, l'athlétisme bien sûr, et puis la natation en eau libre. Et l'autre projet,
L'autre projet, bien sûr, c'est de pouvoir introduire le handball, puisqu'on sait que le handball n'est pas dans les Jeux du Pacifique. Et on aurait voulu, grâce à ces Jeux de la Mélanésie, pouvoir amener au moins 6 pays de la région à faire en sorte que le handball puisse être introduit donc, dans les prochains Jeux du Pacifique, en partant notamment des actions qu'on pourrait faire au niveau des jeunes. Voilà, au niveau des disciplines, pour l'instant, ce qui est inscrit donc, dans les Jeux inauguraux de la Mélanésie. Voilà, on espère que les Jeux 2016 se feront dans de bonnes conditions avec la collaboration des représentants du Pacifique. Voilà, c'est ça, Mais je voulais juste, avant d'enchaîner sur le prochain thème de notre rubrique, préciser sur le fait qu'il y a le souhait donc du bureau là, de mettre en place aussi une coupe de football de la Mélanésie, donc qui regroupe tous les meilleurs champions des pays mélanésiens, à savoir Ekari pour Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Warriors pour les îles Salomon, donc les différents champions qui se retrouvent pour la O-League. Donc c'est encore une idée, c'est encore un objectif, espérant que ça puisse se faire dans les plus brefs délais, toujours pour le bien-être du football et du sport, surtout ici dans la région Pacifique. Voilà, donc et puis le thème du jour, Jamie, c'est le saut en parachute. Voilà, Elise, plaisir et émotion. 2 termes donc pour résumer le saut en parachute. Plaisir tout d'abord pour le sentiment de liberté et puis émotion. Émotion pour cette vue magnifique de notre pays, des images dont on ne se lasse jamais de regarder. Tu es d'accord avec moi, Elise? Et cela en l'espace de 5 minutes, car 5 minutes, c'est le temps d'une descente. Un saut en parachute, c'est 3 étapes. Il commence par la montée en avion à 3000 mètres d'altitude sur une durée de 30 minutes, donc une demi-heure pour atteindre 3000 mètres, suivi de la chute libre où là vous vous laissez tomber dans le vide à plus de 200 km/h. 40 secondes, c'est le temps de la chute libre avant d'ouvrir le parachute et puis savourer le spectacle que nous propose Grand-mère nature. C'est vrai que ça va extrêmement vite, il n'y a pas le temps à perdre. Alors, je suppose qu'un saut en parachute ne s'effectue pas comme ça du jour au lendemain. Il y a justement des structures qui proposent des encadrements et justement des initiations. Alors, plusieurs clubs proposent justement ce que tu viens de citer là sur le territoire, mais nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à un seul club. Donc, le seul club du territoire qui propose des initiations, des découvertes et de la formation, c'est le CEPNC. Comprenez bien que ça signifie le Centre École de Parachutisme en Nouvelle-Calédonie. Je précise bien que c'est le seul club agréé par la Fédération française de parachutisme, donc qui est à la fois un club mais également une école. Donc c'est la structure qui a obtenu son agrégation par la fédération. Mais à côté, c'est vrai que je peux citer encore, nombreuses sont les structures, les associations qui proposent des formations, des initiations de saut en parachute. Mais là, c'est vraiment le seul club qui a été agréé. Donc en 1950, pour la petite histoire, sont effectués les premiers sauts en Nouvelle-Calédonie. C'est durant la période d'après-guerre. Et puis c'est à Hauteuil, Magenta, Tantouta, puis la fois que d'anciens militaires font les premiers sauts, Donc les anciens militaires, on va dire que ce sont un peu les démocrates de la discipline ici en Nouvelle-Calédonie. Alors comment ça se passe au niveau de la formation? Alors une journée suffit donc pour effectuer le grand saut avec une formation avant tout d'abord théorique. Ensuite vient la formation pratique. Comment sauter de l'avion sans plonger, ce sont les principaux axes abordés pour un vol individuel en ouverture automatique, c'est-à-dire que le parachute s'ouvre automatiquement, bien évidemment. Ça, c'est le premier vol et ça, c'est accessible pour n'importe quelle personne, une personne lambda. Et des conseils justement qui ont été donnés par un champion du monde. Voilà, c'est ça, Elise. Sébastien Chambé, on arrive à l'info du jour. C'est la venue du Français champion du monde en 2012. Il a été champion du monde également en 2011. Donc à 2 reprises, il est venu sur le territoire pour proposer des initiations, des découvertes, mais surtout pour apporter son savoir et puis ses connaissances. Et c'est vrai que ce n'est pas tous les jours que le pays accueille encore une fois un champion du monde. Et lui, surtout que c'était un champion du monde de freestyle. Alors qu'est-ce qu'un champion du monde de freestyle? Voici la réponse tout de suite du champion. Être champion du monde en freestyle, déjà, c'est une ambiance, une entente avec un coéquipier vraiment particulière. C'est une discipline où on travaille à 2. C'est un duo, en fait, c'est une chorégraphie qu'on fait dans le ciel à 2. Il y en a un qui filme, il y en a un qui est devant l'écran. Donc on n'en voit qu'un seul à l'image, pourtant c'est un travail vraiment en duo où chacun des 2 performeurs, des 2 personnes doit comprendre le travail de l'autre. Et c'est d'abord une énorme entente et une relation amicale avec mon premier partenaire, Johan, que j'ai rencontré dans les années 2004-2005 et avec qui je me suis mis en équipe en 2009. Et avec lui nous avons participé au premier championnat du monde en Russie en 2010, donc nous avons gagné.
C'était une énorme joie, bien évidemment, mais il n'y a pas eu de concurrence à ce moment-là exceptionnelle. On est parti en tête de la compétition, on a terminé en tête, donc c'était très émouvant, mais ce n'était pas grandiose. Et en 2012, on avait l'ambition de garder notre titre, et là, il y a eu énormément de concurrence. Il y a eu beaucoup plus de nations qui étaient présentes, et puis surtout, il y avait une autre équipe de France qui était concurrent direct avec nous, et qui sont partis en tête, eux, dans la compétition, jusqu'au 5e saut, alors qu'on n'en présente que 7. Donc on était dans une position de favori et on n'a pas réussi à la tenir, cette position, sur le début de la compétition. Donc on a réussi à grappiller quelques points petit à petit pour finir les 2 derniers sauts en tête. Donc là, on a été vraiment... c'était une explosion de joie énorme, et puis de sentir la Marseillaise sur le podium, tout ça. On l'avait déjà vécu une fois, mais là, c'était à Dubaï en 2012 dans des conditions grandioses. Ça nous a fait vraiment quelque chose. Voilà, donc c'est le champion du monde de freestyle, Voilà. mais donc le parachutisme, concernant le parachutisme, la Nouvelle-Calédonie, donc c'est 2 catégories, la chute libre relative à la compétition et ou la voile ouverte pour la pratique loisir. Voilà, donc je vous propose justement, Elise, de visionner tout de suite un reportage, une rencontre avec donc le champion du monde de la discipline. Je le rappelle, il s'appelle Sébastien Chambé, et puis il était de passage sur le territoire pour des formations et puis des initiations. Tout de suite, sans plus tarder, direction Watom. En métropole, je travaille au sein de la Fédération française de parachutisme comme entraîneur national des disciplines artistiques. Donc je gère en fait les entraînements des équipes de France de free fly et de freestyle, qui sont 2 spécialités artistiques dans toutes les disciplines de chute libre. Et donc on organise les entraînements des équipes de France au rythme de 1 ou 2 semaines tous les mois, entre mars et octobre, pour préparer les grandes échéances internationales, à savoir Coupe du Monde et Championnat du Monde. Le parachutisme en Nouvelle-Calédonie est assez bien développé. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'avion, qui est un Cessna 206, on peut faire du 3000 mètres, donc les gens peuvent faire de la chute libre et peuvent apprendre les disciplines de chute libre. Donc ça demande quand même à se développer un petit peu plus, parce que je pense que le réservoir de pratiquants, il est pas à son minimum, mais on peut quand même bien le faire évoluer. Nouméa est une grande ville, il y a de la population autour. Voilà, je pense que ça peut se développer, donc soit par le tandem, donc le baptême en chute libre, soit par l'école. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'association, au CEPNC, le point fort ici, c'est l'école par la méthode traditionnelle. Et c'est cette méthode, donc l'ouverture automatique, que je suis venu améliorer au sein de cette école. Bon, on va aller directement au saut. Voilà. Qu'est-ce que t'en dis? Elle a une bonne impulsion pour sortir. Elle est bien dans l'axe moteur, elle a une bonne assiette. Ah ouais, pour un premier saut, elle est cambrée quand même, même si ça peut être un peu plus. Ça peut l'être un peu davantage, mais très très belle ouverture. Donc ça, c'est vrai que, tu vois, aucun twist, aucune torsade, rien, le glisseur bien en haut, la voile qui s'ouvre. C'est la 2e fois que je viens en Nouvelle-Calédonie, la première fois en 2012 à l'initiative de Mathieu Chaillot, qui est le président du CEPNC, de l'école. Et cette année, en 2015, toujours à son initiative, pour renouveler les moniteurs fédéraux de cette association. Il faut savoir que la fédération demande un renouvellement des moniteurs régulièrement. Et donc là, je viens pour faire une mise à jour sur les contenus pédagogiques et sur les contenus techniques pour aider un petit peu la formation des moniteurs fédéraux de cette école. Ils sont déjà pratiquants, déjà moniteurs, donc ils avaient énormément envie d'apprendre sur cette formation et puis de continuer à exercer tout simplement. Dans ce cadre-là, on a suivi la formation de Sébastien, il nous a beaucoup apporté. Alors, pour chaque moniteur, je pense qu'il s'est adapté en fonction des défauts, parce qu'avec le temps, forcément, on acquiert des petits défauts. Et en ce qui me concerne, moi j'ai adoré, en fait, c'est la restitution de ce que l'on voit pour les élèves.
de bien décortiquer donc, les sauts et surtout de restituer cette façon dont on a de décortiquer les sauts élèves pour le transmettre le mieux possible aux élèves. On a quelqu'un qui a une très très grande expérience dans le parachutisme. Donc voilà. En plus, il est cadre fédéral au niveau de la Fédération française de parachutisme. Donc, ce qui fait qu'il a beaucoup de choses à nous apporter, que ce soit au niveau personnel, donc pour les parachutistes qui ont envie d'apprendre donc, le domaine dans lequel il excelle, c'est-à-dire le free fly et le freestyle surtout, et aussi au niveau de la formation donc, des élèves parachutistes. C'est pas souvent qu'on voit des personnes comme ça sur notre zone. Et donc, il suffit de regarder autour de soi, là, partout. Il est avec tous les parachutistes d'ici, comme ça, pour leur apporter, son savoir. Alors merci Jean-Pierre. Oui, je crois que pleurer là. C'est bien. C'était vraiment génial. Je pleure de joie là parce que c'était des sensations que j'avais jamais connues avant. Donc ça fait vraiment bizarre. Mais c'est vraiment à refaire, je n'hésiterai pas à refaire. Le fait d'avoir un champion du monde pour un premier saut, c'est quand même une chance exceptionnelle. C'est quelque chose que je n'oublierai pas et c'est quand même génial d'avoir un champion du monde à ses côtés pour faire un premier saut. Il m'a guidé au niveau de... Enfin, il appuyait ce que disaient donc les instructeurs, eux. Les instructeurs étaient là et il donnait des informations supplémentaires par rapport à son expérience à lui. Et puis aussi, j'étais là dans un double rôle. Je fais aussi de l'animation free fly et du perfectionnement en free fly. Donc c'est par exemple ce saut que j'ai fait avec Charlotte fait partie de ce rôle-là, d'entraîner les gens et de les perfectionner en free fly. Et là aussi, il y a une grande motivation de la part de tous les pratiquants du club qui se destinent à ces disciplines, parce que c'est quelque chose de quand même qui fait un peu rêver le free fly. On se sent libre, on peut se mettre dans toutes les positions. Et là, bien évidemment, c'est quand même très difficile puisqu'il y a une multitude de positions à apprendre. Donc c'est à chaque fois des équilibres différents. Et c'est vrai que ça va beaucoup plus vite quand on se fait coacher. Alors Sébastien, je le connais depuis 10 ans. C'est lui qui m'a emmené sauter la première fois. Donc il m'a vu évoluer aussi tout au long des 10 ans derrière. Même depuis que je suis en Calédonie, c'est la deuxième fois qu'il vient sur le territoire. Et c'est toujours un atout parce que les compétences comme les siennes, on n'en a pas ici. Donc la pratique du free fly pour moi, c'est pas vraiment dans un but compétitif parce que c'est pas mon intérêt. Moi, je pratique pour le plaisir. Par contre, j'aime m'améliorer pour sauter avec plus de monde, des gens plus confirmés, pour faire des choses différentes, peut-être quitte à aller sauter en Australie aussi avec d'autres personnes. Et pour faire des sauts de groupe, il faut être précis, il ne faut pas se rater pour ne percuter personne. Donc progresser en technique, c'est mon objectif principal sur les sauts coachés. Donc sur une journée comme ça, j'espère pouvoir ressauter encore aujourd'hui avec Sébastien et demain aussi. Et puis voilà, qu'on s'amuse. Voilà un reportage réalisé à l'école de parachutisme de Nouvelle-Calédonie, signé Éric Deroche sur Sébastien Chambé. Je le rappelle qu'en 2012, il a été donc sacré champion du monde de freestyle. C'est une chance pour nous d'avoir un champion en Nouvelle-Calédonie. On a beaucoup à apprendre finalement. En effet, surtout qu'il a décidé de se consacrer à la formation de tous les clubs qui représenteront la France durant les compétitions internationales. Tout de suite, on écoute Sébastien Chambé. C'est vrai qu'aujourd'hui, après 2 titres, moi j'ai arrêté la compétition pour me consacrer à l'entraînement des autres et mon objectif aujourd'hui c'est de faire parvenir les meilleures équipes de France au plus haut niveau et de conserver les titres. Donc c'est un gros travail tout au long de l'année, je ne travaille pas seul, j'ai le soutien de toute la fédération et puis de plusieurs coachs qui sont disponibles avec moi pour aider les futures équipes de France et les équipes de France actuelles. Voilà, donc c'est une bonne chose pour les pensionnaires de l'école. Mais où est-ce qu'elle est située, cette école? Elle est basée à Watom et elle a été créée en 1994. D'ailleurs, en septembre dernier, l'école a célébré ses 20 ans d'existence. C'est un club formateur de 70 licenciés proposant donc la pratique loisirs et sportive. Et dans le volet sport compétition, les pensionnaires de cette école sont formés à pratiquer de la chute libre. Donc une pratique qui consiste à réaliser en un laps de temps le plus de figures possibles et de chorégraphies
filles. Le pays dispose bien entendu d'une compétition et cette compétition s'intitule la Coupe Ubinger. Et c'est la seule compétition? C'est la seule compétition du pays, mais pas de l'année pour les licenciés du club de CEPNC qui organise des déplacements sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande, primordial pour garder toujours cet esprit compétition, Elise. Voilà, merci Jamie. Et puis, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à faire le grand saut. En moyenne, un saut coûte 50 000 francs, mais comme on dit, la liberté n'a pas de prix, Elise. Mais bon, je vais m'abstenir, je vais faire le saut de mouton. Merci Jamie, on te retrouve donc lundi prochain. Merci Elise et puis merci à tous de m'avoir suivi. Allez, on retrouve Anna pour notre rubrique On s'occupe de vous. Alors Anna, on te retrouve et tu nous emmènes du côté de Koné où était organisé un mercredi du goût avec des ateliers et animations destinés au jeune public. C'est ça Élise et ça se passait exactement du côté de la médiathèque de Koné et tout ça dans le cadre de la semaine du goût. Alors qu'est-ce que cette semaine du goût? Eh bien en fait c'est un événement qui a lieu tous les ans en octobre et ça depuis 1990 et c'était à l'initiative au départ du journaliste gastronomique Jean-Luc Petit-Trenaud. Alors un objectif pour cette semaine du goût, enfin plusieurs objectifs pardon. Alors le premier c'est d'éduquer au goût les consommateurs et notamment les enfants. Aussi, éduquer à la diversité et au plaisir des goûts et des saveurs. Un autre objectif encore, c'est d'informer de manière pédagogique sur les produits, sur leur origine, leur mode de production et leur spécificité. Et puis, aussi un objectif qui est important, c'est d'informer sur les métiers de bouche, de transmettre des savoir-faire et d'encourager les comportements et les consommations alimentaires. Donc, tout ça qui s'inscrivent dans un mode de vie équilibré et durable. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe durant cette semaine? Alors en France, il y a eu près de 2000 ateliers qui ont été organisés avec la participation des boulangeries, des associations, des mairies, des bibliothèques et même des marchés. Et les restaurants, ils ont participé aussi? Et que serait la semaine du goût sans les restaurants? Alors, ils ont mis les petits plats dans les grands pour ravir et satisfaire les papilles. Il y a eu 400 tables du goût qui ont proposé une surprise du chef ou alors une petite réduction pour les étudiants. Ça, c'est intéressant. Et chez nous aussi, on a marqué l'événement justement avec des animations comme le fameux mercredi du goût. Et donc, justement, il était proposé, ce mercredi à Koné, une petite participation des pâtissiers de la région qui ont pu ainsi proposer à la dégustation des pâtisseries. Et puis, il y avait aussi des élèves du lycée agricole de Pointe-Boute qui étaient venus faire une petite démonstration avec des œufs. Alors donc les jeunes ont dû se régaler avec on va dire tous ces plats, mais rappelons tout de même qu'il ne faut pas en abuser. Donc je parle bien sûr des pâtisseries. Et tu fais bien de rappeler ça, Élise. Alors moi je vais en profiter aussi pour faire une petite piqûre de rappel. Alors ça concerne les différents groupes d'aliments. Alors il y en a 4. Alors, il y a les aliments protecteurs qui sont composés des fruits et légumes. Alors, qu'est-ce qu'ils nous apportent ces fruits et légumes? Eh bien, ils nous apportent premièrement de l'eau, des fibres, des vitamines et des minéraux. Et là, il est recommandé d'en consommer chaque jour, que ce soit frais, surgelé ou même en conserve. Il y a aussi les aliments énergétiques. Alors là, on parle des féculents, des tubercules, des légumes secs. Et là, il est recommandé aussi d'en consommer chaque jour. On passe ensuite aux aliments constructeurs et d'entretien. Ce sont les viandes, les poissons, les œufs, les produits laitiers. Alors eux, ils nous apportent des protéines et ça permet de développer et aussi d'entretenir nos muscles. Et le calcium des produits laitiers, ça participe à la croissance et à l'entretien des os. Et là, il est recommandé d'en consommer aussi chaque jour. Voilà, donc et limiter les produits sucrés, gras, salés. Donc tu vois, Anna, j'ai bien retenu ta fameuse leçon, 5 fruits et légumes par jour. C'est bien ça, Élise, continue. Mais alors, pourquoi il faut limiter ces aliments? Eh bien, parce qu'ils sont très caloriques. Et justement, il est recommandé de n'en consommer que 3 à 4 cuillerées à soupe de corps gras par jour. Et de boire beaucoup d'eau. Mais après tous ces petits conseils, moi je te propose de
Regardez le reportage, hein, et c'est signé André Ravel. Alors on regarde. Where's my rainbow? Where's my sun in the sky? Where's that light to guide me home? Yeah. Where's my sandwich? Someone I can rely so that I can call you home. Yeah. I just wanna know if you will be there for me as a friend. Aujourd'hui, on a proposé une rencontre dégustation et cette rencontre s'est effectuée dans le cadre de la Semaine du goût. La manifestation s'est déroulée en 2 parties. Le pâtissier nous a présenté ses produits faits maison et en expliquant aux enfants comment il a fait les macarons, quelles couleurs, les saveurs. Et on a dégusté. Et la deuxième partie, ce sont les jeunes du lycée agricole qui ont présenté le projet « Peut-on aromatiser un œuf avant de le cuire ?» Le public concerné, ciblé, c'est la jeunesse, les enfants, pour les éduquer au goût et au goût aussi des saveurs, les saveurs de bons produits, les produits qui sont cultivés à côté de chez nous, les produits du pays, de manger sainement pour avoir une bonne santé. Depuis plusieurs années maintenant, en prévention, nous faisons un atelier goût dans les classes de grande section. On se rend compte que c'est pour eux vraiment un moment où on va se poser avec des aliments, où tout d'un coup on va se dire mais tiens, ça c'est sucré, c'est salé, c'est acide, c'est amer, où l'enfant va être vraiment en pleine perception au niveau de ses 5 sens d'aliments, de choses qu'il va avoir à déguster. Le goût n'est pas figé, c'est-à-dire qu'un enfant va pouvoir développer son goût. Et il est vrai que c'est l'adulte qui pourra particulièrement l'aider à développer ce sens-là. Alors l'aider dans le sens du goût, mais aussi peut-être à lui montrer que manger c'est aussi regarder, c'est aussi sentir, c'est aussi toucher. Alors après, c'est vrai qu'il va y avoir la dynamique familiale, c'est-à-dire qu'une famille qui a certaines habitudes alimentaires, des fois va rester dans ses habitudes alimentaires et du coup la découverte d'autres aliments, d'autres plats, d'autres saveurs se fera peut-être pas forcément dans l'enfance, mais se fera peut-être plus tard. Un enfant qui aura été habitué par exemple à manger très salé ou à manger très sucré, cet enfant-là sera conditionné certainement plus tard à aimer quand même les choses salées et les choses sucrées. Et ça, c'est un peu la problématique justement au jour d'aujourd'hui chez les enfants qui ont tendance à manger peut-être un peu plus qu'il y a quelques années de gâteaux extrêmement salés et sucrés, et pareil pour les boissons. Et du coup, ces papilles-là, elles sont tout d'un coup conditionnées avec ces fortes saveurs. Et pour eux, ils vont vraiment évoluer, ils vont vraiment grandir avec cette envie de saveur. C'est comme un peu une addiction de ce produit sucré, de ce produit salé. Donc c'est vrai que c'est là où on se rend compte de toute notre influence d'adultes sur ce qui fera certainement qu'ils seront aussi de futurs adultes en bonne santé. Et faire des ateliers goût trouve tout à fait son intérêt pour élargir un petit peu ce qu'on va tous faire éventuellement en tant que parents, c'est-à-dire éduquer nos enfants à manger un peu de tout, à apprendre à goûter. Voilà. Et il n'empêche que du fait de la culture, du fait des fois des dynamiques familiales, du fait du caractère de l'enfant, eh bien ça se fait plus ou moins facilement. Alors c'est vrai que faire les ateliers goût, ça permet peut-être par moment de permettre à l'enfant de découvrir des choses qu'il n'aurait peut-être pas forcément découvert au sein de la famille. Alors par exemple dans les ateliers, là on voit que les œufs ont été aromatisés avec différents parfums. Et c'est vrai que ce qui est aussi étonnant par moment, c'est que tout d'un coup, la vision d'un aliment
même son odeur qui va ressortir, tout d'un coup, on l'intègre dans notre bouche. Et là, par exemple, on le voit pour les œufs où le goût est différent de ce qui éventuellement il s'attendait à manger. Dans les ateliers goût, on le voit par exemple aussi avec le cacao amer, ou par exemple, quand on le fait sentir aux enfants, les enfants ils disent « Ah, c'est le chocolat, tout ». Donc vraiment, voilà, ils sont conditionnés, cette odeur, ils la connaissent, ils en ont déjà l'eau à la bouche. Et quand on leur fait goûter, c'est pouah, parce qu'on est sur quelque chose qui est complètement amer et qui n'était pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Donc là, c'est aussi leur montrer que des fois, on voit. Il y a des choses qu'on va dire on n'aime pas, mais que souvent, on est obligé de goûter pour être vraiment certain de la saveur que ça aura. Et oui, peut-être qu'on n'aimera pas, mais peut-être qu'on aimera. En fait, à partir de ces œufs, une fois qu'on les a aromatisés, on peut les utiliser pour faire différentes recettes et ainsi varier nos recettes. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est on a aromatisé des œufs au café et à partir de ces œufs, on a réalisé des flancs au café. Donc en fait, c'est des flancs à base de café mais sans café, qui ont le goût de café mais à l'intérieur, il n'y a pas l'aliment directement dedans, cette recette. On a juste mis les œufs aromatisés au café. C'est pareil pour les meringues. Oui, voilà. On a fait des œufs citronnés et avec le blanc de cet œuf, on a fait des meringues au citron, mais sans citron. Voilà. Ils ont aimé déguster ces produits qu'on n'a pas l'habitude. Les macarons, on ne les mange pas tous les jours. Et ça suscitait déjà l'intérêt de la langue et aussi la curiosité des couleurs. Et en même temps, aromatiser un œuf avant de le cuire, ça suscite la curiosité. Et que les jeunes du lycée ont présenté simplement leur expérience qui était quand même à dominance chimique. Donc là, on voit le mariage, l'association de la chimie avec les éléments, les aliments qu'on mange. Donc il y avait un intérêt aussi scientifique. Oui. C'est un œuf sans coquille. Tout ça, parce que ça va s'éclater. Ça peut s'éclater? Oui. Il y a quoi dedans? Le liquide, le vinaigre. Appétissant, tout ça. Mais on donnait tout à l'heure quelques conseils par rapport à justement l'alimentation. Il faut aussi rappeler que de mauvaises habitudes alimentaires peuvent provoquer un surpoids et des maladies. C'est bien de le rappeler, on en parle souvent d'ailleurs, mais bon, comme je disais tout à l'heure, moi j'aime bien faire des petites piqûres de rappel comme ça fait pas de mal. Et d'ailleurs, le fléau de notre siècle, c'est le diabète. Et d'ailleurs, le Pacifique occidental, c'est la région qui enregistre le plus grand nombre de personnes qui sont atteintes de diabète, avec 132 millions d'adultes concernés. D'accord, donc il fait beaucoup de dégâts en Nouvelle-Calédonie. On va dire que c'est la malbouffe. C'est notre manière de manger. Faire attention. On est touché effectivement, puisqu'il y a certainement plus de 15 000 diabétiques en Nouvelle-Calédonie. Et on attend une augmentation de 25 voire 50% dans les 10 ans qui viennent. Et le diabète, c'est la première cause de cécité chez l'adulte. Et puis, il y a près de 70% de diabétiques qui ont aussi une atteinte rénale. Voilà. Pour justement réduire les chiffres annoncés par Anna, donc des conseils, on va manger équilibré tout en limitant ce qui est gras, sucré, salé. Et puis aussi faire 30 minutes d'activité par jour. Déjà moi, si j'arrive à le faire. Mais bon, on va essayer de le faire. On va le faire, Élise. On va le faire ensemble. Voilà. Merci Anna et puis à la semaine prochaine. Avec plaisir, à la semaine prochaine. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique Demandez le programme. Salut Chloé. Salut Élise, salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir le portrait d'un jeune artiste calédonien. Il s'appelle Marcus Gad. Il est artiste, donc chanteur, musicien, auteur, compositeur et sa spécialité c'est le reggae roots. Et Marcus Gad, c'est son vrai nom? Oui, alors Marcus c'est son vrai prénom, son prénom de naissance. Et Gad par contre c'est un nom qui lui a été donné en Éthiopie parce qu'il a beaucoup voyagé. Donc ça correspond en fait au calendrier Rasta auquel sont associées les 12 tribus d'Israël.
d'Israël. Attention. Voilà. Donc, alors, les 12 tribus d'Israël, c'est une organisation, un Rastafari, comme celle des Naya Bingi ou des Bobo Ashanti. Et donc, elle a été fondée en 68 par Vernon Gad Carrington, donc, qui occupe donc une place singulière au sein de la communauté et du mouvement Rasta. Donc, pour eux, pas d'horoscope ni de thème astral, puisque l'astrologie zodiacale, pour eux, c'est babylonien. Donc, aux 12 signes du zodiaque sumérien, le prophète Gad a substitué le nom des 12 fils de Jacob, Ruben, Siméon, etc. Donc, chacun représente sa tribu, en fait. Donc, chaque appartenance tribale est définie en fonction du mois de naissance. Et donc, en fonction, on représente donc une tribu et ça implique diverses déterminations, couleurs symboliques, parties du corps, fonctions tribales et puis un apôtre. Et donc, Marcus, il est né en novembre et donc, au mois de novembre, c'est le nom de la tribu de Gad qui lui a été attribué, d'où Marcus Gad. Voilà pour la petite explication. Est-ce que toi, tu veux connaître le tien Bah allez, c'est intéressant, je veux bien. Alors, tu es né en quel mois? Mois de décembre. Mois de décembre, c'est Asher. D'accord, Asher. Ta couleur, c'est le gris. Partie de ton corps, c'est les cuisses. D'accord. Et la force, la fonction tribale, c'est la compréhension. Et l'apôtre qui est associé, c'est Thomas. D'accord. Bon, bah ça me va. Que ce qu'il voit. Pas notre Thomas, mais le vrai prophète. Voilà. Et bon, pour revenir justement à Marcus, tu nous disais qu'il fallait donc, qu'il faisait donc du reggae. Quelles sont ses influences en matière de musique? Alors, il m'a confié que son groupe préféré, qu'il a beaucoup influencé dans la musique, c'est le groupe Midnight, un groupe de reggae actif, originaire de Sainte-Croix, dans les îles Vierges américaines, formé donc par les deux frères qu'on voit à l'écran, les frères Benjamin. Donc, il s'appelle Ron et Von. Et il a été formé en 89, ce groupe, et il s'inspire beaucoup du roots reggae jamaïcain, des années 70. Donc avec plus de 50 albums quand même à ce jour, Midnight c'est quand même le groupe reggae contemporain considéré comme le plus imposant. Donc on comprend l'influence que ce groupe a sur Marcus Gad. Et donc Marcus Gad, comme je le disais, c'est un jeune artiste calédonien qui est extrêmement talentueux. Vous allez voir, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, cet enfant du pays va aller très très loin et il mérite d'être connu, surtout ici en son pays, quoi. Donc je suis allée à sa rencontre et il a même accepté pour nous d'interpréter un de ses morceaux phares en acoustique au micro d'NCTV. Marcus Gad, Portrait. La chanson que je vais interpréter, c'est une chanson qui s'appelle Soul Talk, ça veut dire le langage de l'âme. Et c'est une chanson qui prône une vie proche des éléments, en contact avec les lois de la nature, qui sont les vraies lois qui régissent le monde. Et c'est une chanson en gros qui dit que plus on vit proche de la terre, plus on est heureux. Almighty Father, Son, and let the sun talk. Let him guide me, let him give me clock, I soul talk. Put my reason down upon the rock, I sun talk. Let him guide me, let him give me clock, I soul talk. Put my reason for me down upon the rock, hey. Put my reason for me down upon the rock, hey. Je m'appelle Marcus, je suis né ici au pays et je chante du reggae depuis que j'ai 17 ans. Et voilà, je sors mon premier album, mon premier EP bientôt et j'aimerais le partager avec vous tous. La musique, ça a commencé assez tôt. Quand j'avais 15 ans, j'ai appris la guitare, je commençais à m'intéresser à la musique. Et puis c'est devenu plus sérieux quand je suis parti faire mes études en France. Là, j'ai commencé à jouer de la musique dans la rue. Là, ça m'a vraiment plu. C'est comme ça que j'ai appris à vraiment chanter parce que dans la rue, c'est un public qui ne nous attend pas forcément. Du coup, on est obligé de faire de son mieux pour attirer l'oreille des gens. Donc c'est une bonne école. Ma musique, elle parle de valeurs assez humanistes. Je prône une vie plus proche de la terre, plus proche de l'individu, avec un respect, vraiment un respect de la terre. Je pense que si je devais définir le tout en une phrase, je dirais que je chante au nom de la terre. Rise up in the morning bright, taking the first breath of life. Let the flow of a light come a rush in your spine from the root of our life to your very third eye. Focus on your breath, it's your key to go inside. Get ready to make this day one where you realize
Say all the truth you've got. Récemment, je viens de sortir mon premier EP, Soul Talk. Donc ça a été entièrement réalisé ici au studio Gada, qui est un studio qu'on a ouvert avec mon ami June. Et voilà, on a tout enregistré nous-mêmes, donc on a fait tous les instrumentaux. Après moi j'ai chanté par-dessus, j'ai fait les chœurs. Et ça a été masterisé en Jamaïque. Et là on vient de sortir ça avec un clip à l'appui qui va sortir bientôt. Starting to recover from a long sleep and slumber, I see light in a wisdom that I slowly remember. Not only to the blood that I found my ancestors, they reside in the streams, they reside in the waters, they reside in the trees from the small weed to timber. They fly singing a wind that runs everything over. They talk to me and answer all my prayers to the fire as I slowly remember to listen to the mother. Let everything be blessed in love, I say. June, c'est un ingénieur du son, c'est mon pote avec qui on a tout fait. Donc lui, il est ingénieur du son, arrangeur et il m'aide aussi pour jouer, par exemple. C'est lui qui fait la batterie sur tout le EP, c'est lui qui fait aussi les synthés. Et voilà, lui, il fait tout le travail d'arrangement et de mixage. Everything in life is a reminder. Never neglect that you know laughter. Don't you know that love is a mother? Je connais Marcus depuis très longtemps, depuis tout petit, on va dire. On a commencé ensemble la musique, on a fait des petits groupes de musique ensemble jusqu'à qu'un jour nos chemins, chacun part de son côté. Puis moi, j'ai voulu rentrer dans la technique du son. Lui, il a continué dans la musique. Puis on s'est retrouvés. Puis on s'est dit, allez, pourquoi pas continuer le délire qu'il y avait avant. Là, c'est l'enregistrement du deuxième EP. On en a fait un. Puis on s'est dit que ça peut aboutir à quelque chose. On a réussi à faire le projet de A à Z jusqu'à avoir un CD dans les mains. Donc on dit pourquoi pas recommencer et faire avec de nouveaux morceaux, de nouvelles sonorités. Voilà. Là, il va enregistrer sa voix. Mankind should live in a nature. If you want a better future, mankind must live to remember the laws of nature, mother. Mankind must live in a nature. If you want a better future, mankind must live to remember the laws of nature, mother. Mankind must live to remember the laws of the mother. Projet professionnel, ça serait de pouvoir vivre du studio, quoi, vivre de la musique. Et du coup, mis à part Marcus, j'essaie d'enregistrer des petits groupes locaux, vraiment dans le Kaneka reggae, vraiment avec le son reggae. J'aimerais bien vraiment me spécialiser dedans, quoi. Les projets, là du coup, ça va être la réalisation du deuxième EP. Et éventuellement une tournée sur la France pour la fin de l'année qui doit se confirmer. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait la sortie du deuxième EP qui permettra d'avoir une actu dans l'éventualité d'une tournée. Et puis après, on espère que les retombées de tout ça nous permettront de faire un premier album solide pour faire vraiment une première sortie officielle, quoi. The root of our life for humanity, giving man everything that he need in a liberty, clothing, shelter, food to fill the belly, medicine and meditation, we rise spiritually. Soul is the light for this plant to grow. There is nothing you must know, Mother Nature can show. Love is the light for your soul to grow. In your heart to the ever-giving open flow. Mais quel talent, franchement, moi j'aurais aimé justement le voir en concert. En tout cas, on lui souhaite une belle réussite donc à Marcus. Et nous, quant à nous, on continue avec les sorties du moment. Oui, Elisa, alors on commence avec un spectacle de danse polynésienne, Arioi Vaine, qui nous est présenté, j'essaye en tout cas, qui nous est présenté par l'école de danse Te Aimoa. Donc
c'est Eva Taputu qu'on voit à l'antenne, la directrice de l'école créée en 2009, qui signe donc la chorégraphie et la création aussi des costumes de ce spectacle de danse tahitienne moderne. Donc pour l'histoire, Arioi Vahine, c'est un spectacle de danse qui met donc les femmes à l'honneur, hein, des femmes de caractère qui maîtrisent donc parfaitement l'art de la danse polynésienne ainsi que sa gestuelle. Donc ce spectacle s'inspire des danses de Arioi, un clan en fait sous la protection du dieu de la guerre Oro. Et puis donc les membres de ce clan se distinguent en fait les uns les autres par des tatouages et puis aussi des ornements végétaux qui signalent en fait leur grade au sein de la confrérie. Donc leur danse sacrée et leur spectacle participaient au culte de la fertilité et des récoltes. Voilà pour la petite info. Donc ce spectacle-là mettra en avant également les tamahine, donc ce sont les jeunes filles amenées à devenir donc des femmes, des futures Arioi Vahine. Et donc pour raconter ces légendes, une dizaine de danseuses passeront donc d'une danse rapide à une danse plus lente tout en changeant de costume. Voilà donc un spectacle qui promet d'être haut en couleur. Alors où est-ce que et quand plutôt pourra-t-on admirer ces belles danseuses? Je vais vous dire où et quand. 2 spectacles sont prévus au Centre d'art de Nouméa. Aujourd'hui, vendredi 20 mars, c'est à 20h et demain, samedi 21, c'est à 18h. Voilà, très bien, c'est noté. Et on poursuit en musique, toujours au Centre d'art. Au Centre d'art, oui. Élise, mardi prochain, le 24 mars, le groupe King Biscuit Time vous proposera un concert de blues, soul, funk et rock à l'occasion donc de la sortie de leur album Right on Time, second volet de la trilogie Time, dans lequel on entendra donc une progression chronologique, on va dire, hein, des différents styles de blues, c'est-à-dire du plus ancien au plus moderne. Pour info, ce groupe a reçu le prix du public aux Flèches de la musique, c'était l'année dernière, en 2014, et pour son album Ahead of Time. Voilà, donc la soirée est prévue sur la scène extérieure du Centre d'art à partir de 18h30 et l'entrée est bien sûr libre et gratuite. D'accord, on reste dans la musique pour parler d'un autre concert. Oui, un live qui se déroulera au kiosque de Nouméa, le kiosque à musique Place des Cocotiers. Ce sera mercredi prochain, le 25 mars, de 18 à 19h30. Donc il s'agit d'un rendez-vous donné par la ville de Nouméa tous les 2 mois, en fait, donc au kiosque à musique, comme je le disais. Et donc au programme, c'est un groupe qui répète dans une des maisons de musique de la ville de Nouméa, ainsi qu'un autre groupe qui a été sélectionné par le Café Le Move. Donc l'occasion pour les musiciens d'aller à la rencontre de leur public et puis de lui faire découvrir donc, des créations musicales locales. Au programme donc, de ce mercredi 25 mars, le groupe Gaïolas de la maison de musique de la Rivière Salée et puis un autre groupe proposé par le Café Le Move. Donc ça se passe au kiosque de 18h à 19h30. Voilà, merci Chloé. Pour finir avec la musique, ce sont des tremplins musicaux qui sont organisés justement dans la commune de Dambéa. Oui, alors en décembre l'année dernière, le Centre culturel de Dambéa avait organisé donc un concours de musique qui a remporté donc pas mal de succès. Et bien cette année, ce concours est reconduit donc sous la forme de tremplins musicaux. Ça se passe dans les quartiers de Dambéa, donc ces scènes tremplins seront décentralisées et mises en place dans chacune des fêtes de quartier. De 13h30 à 16h30, à savoir donc à Katiramona sera le 28 mars, Val-Suzon le 30 mai, Jacarandas le 1er août et Dambéa-sur-Mer le 3 octobre. Donc c'est bien étalé dans l'année. Voilà, donc à cette occasion, pendant ces tremplins, un groupe par quartier sera sélectionné donc par le jury. Les 4 finalistes des quartiers se produiront donc à cette occasion et le jury désignera le meilleur groupe de la commune. Pour vous inscrire, les dossiers sont téléchargeables sur le site de la ville de Dambéa ou bien à retirer directement auprès des maisons de quartier. Donc pour Katiramona, malheureusement, c'est déjà trop tard pour les inscriptions. C'était il y a 2 jours la clôture. Mais pour les autres quartiers, vous pouvez toujours vous renseigner auprès de vos maisons de quartier ou de la ville de Dambéa. Il est encore temps. Pardon. Voilà, donc l'inscription est gratuite. Alors n'hésitez pas à vous renseigner si vous êtes intéressé. Et on continue avec un spectacle comique. Il faut bien rigoler un peu dans la vie, oui, hein, n'est-ce pas Chloé? Alors la rire garantie avec le Free Woman Show 2, 2e édition. Qu'on ne présente plus maintenant, hein, c'est vrai. Donc les 3 comédiennes et créatrices de ce spectacle, Sam Kaji, Myriam Sarg et Maïté Siwen, sont de retour. Toujours sur le ton de l'humour et de la dérision, elles épinglent donc les petits travers des femmes, tout en mettant en avant, bien sûr, leur sensibilité, allant parfois jusqu'à l'absurdité. Donc ça se passe la semaine prochaine au Théâtre de Poche, les 26 et 27 mars à 20h et 28 et 29 mars à 19h. Voilà, donc le rendez-vous est pris. Si vous voulez vous payer
une bonne dose de rigolade, et ben justement, n'hésitez pas à y aller. C'est l'occasion. Et on va finir avec des expos, Chloé. Oui, alors direction le Nord, au centre culturel de Vaud, où prend place depuis le 9 mars l'exposition Face Portrait Kanak. Une exposition photographique de Denis Rouvre. Donc dans cette expo qui est issue d'une résidence de plus de 10 jours dans la commune de Canala, qui s'est déroulée en avril 2013, Denis Rouvre, qui est un portraitiste de renom, nous révèle donc la noblesse des hommes et des femmes qu'il a pris en photo, qu'il a pu rencontrer. Donc dans chacune de ces photographies, dans ses regards sans phare, tout est pris naturellement, et ben on peut lire donc les histoires des uns et des autres, donc les chemins parcourus par les vieux par exemple, et puis pour les plus jeunes, on peut lire aussi les différents questionnements auxquels ils font face. Donc le choix de cette commune de Canala, c'est pas le fait du hasard, puisque donc elle se trouve à l'extrémité sud de la province Nord, et donc Canala et ses environs sont c'est un lieu privilégié de collecte des traditions orales depuis plusieurs années déjà par les collecteurs donc de l'ADCK Centre culturel Chibao. Ils y ont beaucoup travaillé auprès des anciens. Ils ont assisté donc à la réintroduction des chefferies, à la restauration des liens coutumiers, à l'effort des uns et des autres pour redonner un petit peu aux jeunes des nombreuses tribus. Il y en a 13 au total à Canala, puis leur redonner un petit peu un sens à leur vie. Donc voilà, cette exposition est en accès libre dans la case du Centre culturel de Vaud, aux horaires habituels jusqu'au 22 mai. Donc mardi et jeudi, c'est de midi à 17h, mercredi et vendredi de 10h à 17h en continu, et le samedi de 8h à midi. Voilà, donc une belle expo, donc profitez-en, l'accès est libre, et pourquoi pas, je veux dire, pourquoi se priver, pardon. Voilà, donc on poursuit avec une expo, Chloé, donc dans le sud cette fois-ci. Oui, alors aujourd'hui même a lieu le vernissage de l'exposition Laumanu Ki Toafa. Décidément, aujourd'hui, j'aurais fait des langues. Voilà. En wallisien, ça veut dire l'empreinte des temps modernes. Donc, cette expo se déroule au centre culturel de Dambéa. C'est l'artiste plasticien Basile Sionepoé, en résidence donc au centre culturel, c'était en février, qui présentera donc une douzaine d'œuvres mixtes allant de la sculpture à la peinture, en passant par la récupération. Voilà, donc il nous dévoile ainsi une sensibilité forte pour le respect de l'environnement, surtout. Le vernissage est prévu aujourd'hui, vendredi 20 mars à 18h, et le public pourra venir admirer donc les œuvres exposées jusqu'au 24 avril. Juste une précision, ce vernissage ce soir, Cheryl Peters, artiste et musicienne de la commune, présentera également son nouvel album, et puis une collation sera offerte aux invités. Voilà, donc on va maintenant à la médiathèque du Nord à Pointe-Dimier. Oui, alors dans le cadre de la semaine de la francophonie, une conférence débat sur l'illettrisme en Nouvelle-Calédonie est organisée. Elle aura lieu donc jeudi prochain 26 mars à 17h30, ça se passe à la médiathèque du Nord, donc à Pointe-Dimier, avec également l'intervention de la MASCOP, la mission accompagnement à la scolarité en province Nord. Au programme, donc, il y aura une présentation de la structure MASCOP, qu'est-ce que c'est le quotidien de la MASCOP, et puis des solutions seront proposées avec différentes perspectives. L'entrée est bien sûr gratuite. Voilà, donc merci Chloé, et puis on te retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir Élise, merci à tous, bon week-end. Voilà, quant à nous, on retrouve Mara pour notre rubrique La Science et nous. Bonjour Mara. Salut Élise, salut à tous. L'ARN a le vent en poupe. Cette molécule indispensable à la fabrication des protéines dans la cellule est devenue, comme vous allez pouvoir le voir, un outil clé du génie génétique. Alors c'est quoi l'ARN? Moi je connais l'ADN, mais l'ARN je ne connais pas. Alors ADN et ARN, ce sont des structures qui sont chimiquement proches l'une de l'autre. Et si l'ADN c'est bien le support de l'hérédité, c'est l'ARN, l'acide ribonucléique, qui est généralement utilisé dans les cellules comme intermédiaire des gènes pour fabriquer les protéines dont elles ont besoin. Et il a également un rôle à jouer dans beaucoup de réactions chimiques dans la cellule. D'accord, mais alors l'ARN sert à fabriquer justement des protéines à partir de l'ADN, mais les protéines ça se mange, non? Oui, elles représentent une partie importante d'ailleurs de notre alimentation. En fait, nos cellules, elles fabriquent leurs propres protéines, mais elles ne savent pas en synthétiser toutes les briques, c'est-à-dire les 20 acides aminés qui sont nécessaires. Donc on a impérativement besoin d'un apport extérieur en protéines. Qu'on trouve essentiellement dans la viande et le poisson. Oui, mais certaines catégories de légumes, vous avez pu peut-être en parler un petit peu avec Anna tout à l'heure, quand ils sont choisis de manière équilibrée, eh bien ils peuvent tout aussi bien en fournir en quantité suffisante. Et le besoin d'aliments riches en acides aminés est tellement essentiel à notre survie que l'évolution nous a conduit à favoriser le développement d'un sens spécialisé dans leur reconnaissance. En fait, on est naturellement attiré par les aliments qui contiennent des protéines. Et une fois qu'elles sont ingérées,
les protéines animales ou végétales sont décomposées dans l'estomac, décomposées en acides aminés. Une partie de ces acides aminés est ensuite directement fournie aux cellules pour être incorporée dans de nouvelles protéines humaines. Mais pourquoi nous avons besoin justement de ces protéines? Alors pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Tout simplement parce que les protéines ne sont rien de moins que les molécules qui nous font vivre. Et d'ailleurs leur nom vient du grec protos, qui signifie le premier, le plus important. Elles ont un rôle absolument fondamental dans notre organisme. La plupart des fonctions élémentaires des cellules de notre corps sont remplies par des protéines. Alors fonctions élémentaires, c'est-à-dire comme quoi par exemple? Alors certaines protéines vont agir comme des moteurs mécaniques, d'autres encore seront des catalyseurs chimiques, les enzymes, et puis d'autres vont servir d'éléments structuraux. Certaines hormones, comme l'insuline par exemple, sont des protéines, de même que toutes les antennes, entre guillemets, qui transmettent les signaux hormonaux aux cellules. Donc vous imaginez bien qu'un organisme aussi complexe que le nôtre, que le corps humain, eh bien, a besoin de dizaines de milliers de protéines différentes pour pouvoir fonctionner. Donc en effet, dit comme ça, c'est pas surprenant. Mais si on revenait justement à notre ARN, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Alors, elles ont été sous-estimées pendant longtemps, ces molécules d'ARN. On ne leur accordait pas franchement plus d'intérêt que leur rôle d'intermédiaire entre les gènes et les protéines. Mais de nos jours, les ARN sont devenus de vraies stars de la biologie moléculaire. Wow, la classe, donc ce sont des stars de la biologie moléculaire. Et oui, alors pourquoi? Eh bien parce que sous une certaine forme, l'ARN permet de fabriquer n'importe quelle protéines ou d'inhiber la fabrication d'une protéine. Autrement dit, elles peuvent permettre d'empêcher tel ou tel gène de s'exprimer, ce qui est intéressant lorsque le gène en question est défaillant et qu'il provoque une maladie, ou elle peut permettre également de synthétiser une protéine essentielle lorsque celle-ci n'est pas synthétisée naturellement. D'accord, donc ça voudrait dire qu'on protège notre organisme contre lui-même, c'est ça? Et voilà, et c'est le principe de la thérapie génique. De gros espoirs sont placés dans cette molécule en tant qu'agent thérapeutique. On regarde l'ARN, une molécule d'avenir. Tout le monde connaît l'ADN, mais saviez-vous que sa petite sœur, l'ARN, peut aider notre organisme à produire ses propres médicaments? Dans ce laboratoire de recherche basé à Tübingen en Allemagne, des scientifiques tentent de percer le mystère de cette molécule insaisissable. Le nom scientifique de l'ARN ou acide ribonucléique est l'ARN messager. Et pour faire simple, cette molécule a la faculté d'aider l'organisme à se soigner lui-même. L'ARN messager est une molécule fascinante. Elle a été, pour ainsi dire, conçue par la nature pour servir d'agent thérapeutique. Elle fournit une sorte de plan de construction pour nos cellules. Et à partir de ce plan, les cellules humaines sont capables de produire n'importe quelle protéine. Ces protéines ne sont pas nécessairement d'origine humaine. Elles peuvent provenir d'agents pathogènes, de bactéries ou de virus. Et c'est pour cela que la molécule d'ARN messager peut servir d'agent thérapeutique de façon optimale. Dans ces conditions, le système immunitaire apprend à reconnaître les protéines provenant d'une bactérie ou d'un virus étranger au corps humain qui peut alors développer la réponse immunitaire appropriée. Nous ne modifions pas l'ARN chimiquement. Au contraire, nous apprenons de la nature. Nous recherchons des éléments naturels que nous allons insérer dans l'ARN afin d'améliorer les caractéristiques de cette molécule. Les chercheurs fondent de grands espoirs sur cette molécule biologique ou biomolécule. Elle pourrait notamment contribuer au développement de thérapies immunitaires pour le traitement du cancer ou de vaccins prophylactiques stables contre les maladies infectieuses. Le principal avantage avec la production d'ARN, c'est de disposer d'une plateforme. Nous allons pouvoir réutiliser les mêmes procédés de production, et ce, indépendamment de la protéine visée. Que ce soit pour produire un vaccin thérapeutique, anti-cancer ou un vaccin prophylactique, le procédé reste le même. Le seul élément qui change, c'est l'information que nous transmettons au système.
and done. En 2014, ces travaux ont remporté le tout premier prix Horizon décerné par l'Union européenne, une récompense qui salue et encourage les équipes à l'origine d'avancées majeures dans le domaine de l'innovation scientifique en Europe. Reste à présent à valoriser le potentiel de cette plateforme. Le laboratoire allemand croit en ses chances de pouvoir mettre au point un vaccin destiné au traitement du cancer de la prostate. En partant de nos recherches, nous pouvons agir dans plusieurs domaines. Les possibilités sont quasiment infinies. Nous pouvons explorer une quantité de terrains différents. Nous pouvons partir dans de très nombreuses directions. Maintenant, la question est de savoir comment traduire nos travaux en produits utiles à la société et quand nous pourrons commencer à lancer de nouveaux médicaments sur le marché. Nous menons actuellement des essais cliniques en vue de traiter le cancer de la prostate et nous sommes optimistes concernant le processus d'autorisation de mise sur le marché. Et si les essais sont concluants, alors nous serons en bonne voie pour commercialiser le premier médicament basé sur notre technologie. D'autres thérapies immunitaires pour traiter le cancer de la gorge, par exemple, pourraient prochainement voir le jour, ainsi que des vaccins préventifs qui ne seraient plus désormais tributaires de la chaîne du froid pendant le transport et le stockage. Ah oui, en effet, donc de gros espoirs reposent sur cette petite molécule, est-ce que je vois Oui, et il y a déjà des résultats très encourageants dans le traitement de certaines maladies. Pour la rétinite pigmentaire, par exemple, donc c'est une maladie génétique qui concerne tout de même une personne sur 4000 et qui se caractérise par une dégénérescence progressive des récepteurs de la rétine. Donc les effets, c'est que la vision va baisser progressivement jusqu'à la cécité totale. Il n'y a pas de traitement disponible pour traiter cette maladie? Non, pas pour le moment, mais justement, pour une certaine forme de cette maladie, on a des résultats qui sont très encourageants grâce à la thérapie génique et en particulier l'utilisation d'ARN. Je m'explique. Dans au moins un tiers des cas, cette maladie se déclenche quand un individu possède une version mutée du gène qui code pour la protéine qu'on appelle rhodopsine. Et cette protéine n'assure alors plus son rôle dans le fonctionnement des récepteurs de la rétine. Et ils ont trouvé un moyen de restaurer la fonction de cette protéine? Par la thérapie génique, oui. Leur objectif, en fait, est de parvenir à remplacer la rhodopsine malade par de la rhodopsine saine. Et pour ça, les chercheurs ont décidé de cibler non pas l'ADN, mais l'ARN produit à partir du gène muté de la rhodopsine. Ils ont mis au point une molécule d'ARN capable de reconnaître et de réparer l'ARN anormal de la rhodopsine, de manière à conduire à la production d'une protéine fonctionnelle, même si le gène de départ est lui muté. D'accord, un peu complexe à comprendre, mais c'est moins compliqué justement que d'essayer d'intervenir directement sur le gène, j'imagine. Et oui, donc en fait, ça ouvre des possibilités de traitement des maladies génétiques complètement inédite, cet ARN. Tout le monde s'enthousiasme pour cette molécule qui est présente chez la plupart des êtres vivants, même chez certains virus. Et d'ailleurs, en parlant de virus, j'avais voulu terminer cette chronique avec une découverte récente qui concerne un virus à ARN, justement. Eh bien, vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce qui se passe avec ce virus ARN? Alors, c'est une découverte originale, mais qui, il faut l'avouer, fait aussi un peu flipper. Vous allez comprendre pourquoi. Ça concerne le comportement de deux insectes, une guêpe, la guêpe parasitoïde, et une coccinelle, la coccinelle maculée. En période de pompe, en fait, la guêpe parasitoïde cherche une cible, en l'occurrence cette fameuse petite coccinelle, et elle la pique pour lui injecter ses œufs dans l'abdomen. Ah, mais c'est horrible. Ah, c'est un peu horrible, oui. C'est une manipulation de la part de la guêpe pour protéger ses pauvres petites larves contre les prédateurs. Et pendant 20 jours, eh bien, la larve se développe à l'intérieur de la coccinelle en se nourrissant de ses réserves, sans qu'à aucun moment la coccinelle cherche à se débarrasser de cet intrus. Elle devient même comme le garde du corps du cocon. C'est une vraie zombie, quoi. Mais alors, comment ça se fait qu'elle se laisse faire, là, comme ça? Eh bien, c'est là qu'intervient justement notre virus à ARN. Quand la guêpe pique la coccinelle, elle lui injecte en même temps le virus dont l'ARN entraîne une neurodégénérescence, c'est pas facile à dire, chez la coccinelle. C'est comme si le virus supprimait les défenses immunitaires de la coccinelle. Alors comment? Ça c'est encore à déterminer, c'est une découverte récente, d'autant plus qu'une fois que le cocon est devenu adulte, eh bien,
30 à 70% des coccinelles retrouvent un comportement normal, ce qui est exceptionnel, très très rare normalement dans les cas de parasitisme. Bon, ben voilà, le zombie revient à la vie. Et bien, la nature, parfois, nous fait peur. Merci Oui. Mara pour toutes ces informations. Et puis, je comprends que certaines personnes soient fascinées par la science avec ce genre de découverte. Merci Mara. Oui, merci à toi Élise, merci à tous. Je vous souhaite un excellent week-end. Voilà, donc c'est avec cette chronique que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine.